La troupe du libre arbitre présente. N'en resta plus aucune. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? La voix s'était tue. Il y eut un moment de silence pétrifié, suivi d'un fracas épouvantable. Rogers avait laissé choir le plateau du café. Au même instant, à l'extérieur de la pièce, un cri retentit, suivi d'un bruit sourd. Lombard bondit de son siège, courut jusqu'à la porte et l'ouvrit à la volée. Dans le hall, recroquevillée par terre, gisait Mrs. Rogers. Lombard appela. « Marston !» « J'arrive. » Le docteur Armstrong se joignit à eux. Il les aida à l'allonger sur le divan et se pencha sur elle. Ce n'est rien. Elle s'est évanouie, c'est tout. Elle va revenir à elle dans 2 secondes. Allez chercher du cognac, Rogers. Oui, monsieur. Vera ne tenait pas en place. Qui est-ce qui parlait? Où était-il? On aurait dit... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce canular? Le général MacArthur avait soudain vieilli de 10 ans. Blore se tamponnait la figure avec un mouchoir. Seuls le juge Wargrave et Miss Brent paraissaient relativement calmes. Emily Brent était piquée, très droite sur son siège. Le juge était assis dans sa posture habituelle, la tête enfoncée dans le cou. Ses yeux pétillants d'intelligence se portaient de droite et de gauche avec perplexité. Cette fois encore, ce fut Lombard qui prit l'initiative. Cette voix, on aurait juré qu'elle était dans la pièce. Qui était-ce? Qui était-ce? J'ai ma petite idée. Il se précipita vers une porte qui se trouvait près de la cheminée. D'un geste vif, il en saisit la poignée et l'ouvrit toute grande. Ah, c'était donc ça. Les autres le suivirent et se massèrent derrière lui. Seule Miss Brent resta dans son fauteuil, droite comme un i. Dans la seconde pièce, une table avait été disposée contre le mur mitoyen au salon. Sur la table se trouvait un gramophone. Lombard montra du doigt 2 ou 3 petits trous presque invisibles percés dans la cloison. Il posa l'aiguille sur le disque. Vous êtes accusé des crimes suivants. Arrêtez ça! Edward John Arrêtez ça. Armstrong. C'est horrible. Bien sûr, Miss Claythorne. Une farce cruelle et d'un goût douteux. Voilà ce que c'était. Ainsi, vous pensez qu'il s'agit d'une plaisanterie, docteur? Le médecin foudroya le juge du regard. Que voulez-vous que ce soit? Pour le moment, je ne suis pas en mesure d'émettre une opinion. Dites donc, vous oubliez un truc. Qui diable a mis cet engin en marche? C'est vrai, il faut que nous tirions ça au clair. Suivi des autres, le juge regagna le salon. Rogers venait d'apporter un verre de cognac. Miss Brent était penchée sur Mrs. Rogers qui gémissait. Réveillez-vous. Ouh, allez. Si vous le permettez, madame, je vais lui parler. Est-elle? Tout va bien. Tout va bien, tu m'entends? Reprends-toi. C'est fini, Mrs. Rogers. Je me suis évanoui, monsieur. Un simple malaise. C'est cette voix abominable, comme une sentence. De nouveau, son visage verdit, ses paupières battirent. Où est le cognac? Rogers avait posé le verre sur une petite table. Quelqu'un le tendit au médecin, qui se pencha sur la femme, haletante. Buvez ça, Mrs. Rogers. Je me sens mieux. Maintenant, sur le moment, ça m'avait toute retournée. Il y avait de quoi? Moi aussi, ça m'a retourné. Même que j'en ai lâché mon plateau. Rien que des mensonges. Je voudrais bien savoir... Le tout-sautement discret du magistrat l'interrompit brutalement. Qui a posé ce disque sur le gramophone? C'est vous, Rogers? Non. Alors qui? C'est moi, monsieur. Mais je ne savais pas ce que c'était. Parole d'honneur, je ne savais pas ce que c'était. J'ai juste obéi aux ordres, monsieur, c'est tout. Je devais poser un disque sur le gramophone et mettre l'appareil en marche au moment où mon mari entrerait dans le salon, avec le plateau du café. Je jure, devant Dieu, que c'est la vérité, je ne savais pas de quoi il retournait. Il y avait un nom sur le disque, c'était un simple morceau de musique. Mister Lombard, y avait-il un titre sur le disque? En effet, monsieur, il s'intitulait « Le chant du cygne ».
Toute cette histoire est absurde. Balancer des accusations pareilles, qui que soit cet onyme. C'est précisément là toute la question. Emily Brent interrompit le général MacArthur d'un ton bref. Qui est-ce? Le juge prit la parole avec l'autorité que confère une existence entière passée à rendre la justice. C'est ce que nous devons nous employer à découvrir. Je vous suggère d'aller d'abord mettre votre femme au lit, Rogers. Ensuite, vous viendrez nous rejoindre ici. Bien, monsieur. Je vais vous donner un coup de main, Rogers. Merci, docteur. Bonne nuit, messieurs, dames. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je prendrai bien un verre. Bonne idée. Je vais voir ce que je peux dénicher. Tony Marston s'éclipsa et revint quelques secondes plus tard, croulant sous le poids d'un plateau garni de bouteilles et de verres. Les minutes qui suivirent furent consacrées à boire. Les hommes se servirent et se resservirent. Miss Brent but de l'eau. De verre à Clayson, rien n'est dit. Quelques instants plus tard, Armstrong et Rogers réapparurent. Le docteur Armstrong prit un verre. Le juge Wargrave prit les opérations en main. Le salon se transforma en salle d'audience improvisée. À présent, Rogers, il s'agit d'aller au fond des choses. Qui est Mr. Onim? Mais le propriétaire de cette maison, monsieur. Nous entendons bien. Blore, qui était encore Davis pour les autres, prêta main forte au juge. Tout ce qu'on vous demande, c'est ce que vous savez de lui. Mais je ne sais pas trop quoi vous dire, monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Oh, comment ça, vous ne l'avez jamais vu? Qu'est-ce que vous nous chantez là? Nous avons été embauchés par courrier, par l'intermédiaire d'une agence. Ce courrier, vous l'avez gardé? Non, monsieur. Davis, ou plutôt Blore, s'impatientait. Vous avez été engagé par courrier. Et ensuite? Mais on devait arriver à une date bien précise. On a fait comme on nous disait. On a trouvé tout bien en ordre. Des provisions en veux-tu en voilà, rien à redire à rien. Et puis hier, une nouvelle lettre de Mr. Onim. Sa femme et lui étaient retenus, à nous de faire au mieux. Et il nous donnait des instructions pour le dîner et le café. Cette lettre, vous l'avez encore? Oui, monsieur. Je l'ai sur moi. Tenez. Vous permettez? Machine Coronation neuve. Papier de la marque la plus répandue. Vous ne tirerez rien de cette lettre. Possible qu'il y ait des empreintes, mais ça m'étonnerait. Wargrave dévisagea Blore avec une attention subite. Tiens. Mais Anthony Marston l'interrompit dans le cours de ses pensées. Il a des prénoms très sophistiqués, vous ne trouvez pas? Algernon, Norman, Onim. On en a plein la bouche. Il est vrai. Le vieux juge tressaillit. Il regarda les autres, tour à tour, allongea le cou comme une tortue en colère, et reprit. Le moment me semble venu de mettre en commun nos informations. Il serait bon que chacun fournisse les renseignements dont il dispose sur les propriétaires de cette maison. Il y a quelque chose de très insolite dans tout ceci. Emily Brent prit la parole d'un ton résolu. J'ai reçu une lettre dont la signature n'était pas très lisible. Elle émanait apparemment d'une femme que j'avais rencontrée dans une station estivale voici 2 ou 3 ans. J'ai pensé que le nom en question était O'Neary ou Oliver. Je suis bien certaine de n'avoir jamais rencontré une quelconque Mrs. Onim, et encore moins d'avoir pu sympathiser avec elle. Vous avez cette lettre, Miss Brent? Oui, je monte vous la chercher. Et vous, Miss Claythorne? Alors... Vera finissait d'expliquer, lettre à l'appui, dans quelles conditions elle avait obtenu son poste de secrétaire, quand Miss Brent réapparut avec la lettre. Tenez, monsieur le juge. Je commence à comprendre. Marston? J'ai reçu un télégramme. Ça venait d'un copain, Badger Berkeley. Ça m'a étonné sur le moment. J'avais dans l'idée que cette vieille cloche glandouillait en Norvège. Il me disait de me pointer ici. Et il signait Fouini, son surnom. Lombard, qui observait Blore depuis un moment, intervint brusquement. Dites donc, je pense à quelque chose. Chaque chose en son temps. Docteur Armstrong. Le docteur Armstrong peinait à trouver ses mots. Hésitant devant son verre, il semblait dépassé par ses émotions. Reprenez-vous. Ne laissez pas vos nerfs prendre le dessus. J'ai été appelée à titre professionnel. La lettre faisait allusion à un de mes confrères.
Et je présume que le confrère en question était provisoirement impossible à joindre? Eh bien, oui. Général MacArthur. J'ai reçu une lettre de cet Onim, disant que d'anciens camarades à moi seraient là, s'excusant de cette invitation au pied levé. Je n'ai, hélas, pas gardé la lettre. Mister Lombard? Jouer carte sur table ou garder profil bas. Même chose pour moi. Invitation, allusion à des amis communs, je suis bel et bien tombée dans le panneau. La lettre, je l'ai déchirée. Le juge Wargrave passa enfin au dernier témoin. Nous venons de vivre une expérience assez troublante. Une voix apparemment désincarnée a porté contre nous des accusations précises. Parmi les noms cités, il y avait celui de William Henry Blore. Or, à notre connaissance, il n'y a pas de Blore parmi nous. En revanche, le nom de Davis n'a pas été mentionné. Comment expliquez-vous cela, Mr. Davis? Le poteau rosé, comme qui dirait, découvert. Autant vous avouer que je ne m'appelle pas Davis. Vous êtes William Henry Blore. Exact. J'ai quelque chose à ajouter. Je connais l'Afrique du Sud, je connais Natal et je suis prêt à parier que jamais, au grand jamais, vous n'y avez mis les pieds. Anthony Marston fit un pas vers lui, les poings noués. Alors, espèce de salopard, vous avez quelque chose à répondre à ça? Vous vous trompez sur mon compte, messieurs. Regardez, voici mes papiers. Je suis un ancien policier du CID. Je dirige une agence de détectives privés. J'ai été engagé pour ce job. Par qui? Par le dénommé Onim. Je devais me joindre à vous en me faisant passer pour un invité. Il me donnait le nom de chacun d'entre vous. J'étais chargé de vous surveiller. La raison invoquée? Les bijoux de Mrs. Onim. Mrs. Onim. Mon œil. Je ne crois pas qu'elle existe, cette souris-là. Votre conclusion me paraît juste. Algernon Norman Onim. Dans la lettre de Miss Brent, Alvina Nancy. Dans les deux cas, les mêmes initiales. Autrement dit, à chaque fois, A-N Onim. Autrement dit encore, anonyme. Mais c'est inimaginable. C'est complètement fou. Le juge hocha doucement la tête. Effectivement. Il y eut un silence stupéfait, consterné. Puis, le juge reprit le fil de son discours. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante de notre enquête. Quel qu'il soit, l'individu qui nous a attirés ici en sait long, ou s'est donné du mal pour en savoir long, sur notre compte à tous. Il est au courant de mon amitié pour Lady Constance, et n'ignore rien de son style épistolaire. Il connaît de nom certains confrères du Dr Armstrong. Il connaît le sobriquet de l'ami de Mr. Marston. Il sait précisément où Miss Brent a passé ses vacances il y a 2 ans, et il sait tout des vieux camarades du général MacArthur. Comme vous le voyez, il en sait long. Et à partir de ce qu'il sait sur notre compte, il a formulé des accusations précises. Ce fut aussitôt un tollé général. Un tissu de mensonges! C'est affreux. Odieux! Des calomnies! Que des mensonges. Des mensonges? Un sale mensonge! Nous n'avons jamais ni l'un ni l'autre! Je me demande où cette tarée veut en venir. Silence! Je tiens à vous dire ceci. Notre ami anonyme m'accuse du meurtre d'un certain Edward Seton. Je me souviens parfaitement de Seton. Il était accusé d'avoir tué une vieille dame. Il avait été très bien défendu et avait fait bonne impression sur le jury. Néanmoins, nous avions toutes les preuves de sa culpabilité. L'homme fut dûment exécuté. Je tiens à vous dire que j'ai la conscience parfaitement tranquille en la matière. Je n'ai fait que mon devoir. L'affaire s'étonne. Armstrong s'en souvenait maintenant. Le verdict est tombé à la stupeur générale. Tout le monde disait que le juge était à fond contre Seton et qu'il avait retourné le jury comme une crêpe. Et ils l'ont déclaré coupable, en toute légalité. Connaissiez-vous un tant soit peu Seton? Avant le procès, j'entends. Avant le procès, je n'avais jamais entendu parler de Seton.
Le docteur Armstrong hocha la tête. Le bonhomme ment. Je suis sûre qu'il ment. Je voudrais vous dire, à propos de cet enfant, Cyril Hamilton. J'étais sa gouvernante. On lui avait interdit de nager au loin. Il a profité d'un moment où j'étais distraite pour s'aventurer au large. Je l'ai poursuivi à la nage aussi vite que j'ai pu. Mais je n'ai pas réussi à le rattraper à temps. Ça a été horrible, mais ce n'était pas ma faute. À l'enquête, le coroner m'a disculpé. Et sa mère, elle a été si bonne avec moi. Pourquoi ? Pourquoi quiconque irait raconter des choses aussi abominables ? Ce n'est pas juste, pas juste. Le général MacArthur tenta de réconforter Vera en tapotant sur son épaule. Là, bien sûr que ce n'est pas vrai. Ce type est un fou. Dans des cas pareils, mieux vaut ne pas répondre. N'empêche que je tiens à décréter qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on a raconté au sujet de ce genou d'Arthur Richmond. Richmond était un de mes officiers. Je l'ai envoyé en reconnaissance. Il s'est fait tuer. Rien de plus banal en temps de guerre. Et je suis outré de l'affront fait à ma femme. La plus fidèle des épouses. Insoupçonnable. Le général MacArthur se mit à tripoter sa moustache d'une main tremblante. Parler lui avait coûté un gros effort. Lombard prit la suite, une lueur amusée dans le regard. À propos de ces indigènes... Eh bien, quoi ? C'est tout ce qu'il y a d'exact. Je les ai abandonnés. Question de survie, hein. Nous étions perdus dans la brousse. Avec 2 autres gars, nous avons pris ce qui restait de la nourriture et nous avons filé. Vous avez abandonné vos hommes, quitte à les laisser mourir de faim ? Le premier devoir d'un homme, c'est sa propre survie. Vera ôta les mains de son visage. Vous les avez laissés mourir. Je les ai laissés mourir. Vera, silencieuse, gardait les yeux rivés sur Lombard. Pas une once de remords. Anthony Marston, plein de solidarité masculine et fort de l'esprit de son temps, intervint en sa faveur. Vous savez ce qu'on dit. Les indigènes ne craignent pas la mort comme les Européens. Si vous le dites. Enfin, pour ma part, je dirais plutôt indigène ou européen, quand il faut sauver sa peau, tout se vaut. J'y pense tout d'un coup. John et Lucy Combs, ça doit être ces 2 gosses que j'ai renversés près de Cambridge. Oh, vous parlez d'une déveine. Pour eux ou pour vous? Ma foi, Doc, j'étais en train de me dire que ça n'était pas de veine pour moi, mais vous avez raison, ils n'ont pas vraiment eu de peau non plus. Ce n'était qu'un simple accident. Ils sont sortis brusquement d'une maison ou de je ne sais où. Ça m'a valu 1 an de suspension de permis. Quelle poisse. Les gens comme vous sont un danger public. La vitesse, c'est un fléau. Un véritable fléau. La vitesse est dans les mœurs. Ce qui cloche, ce sont les routes anglaises. Il chercha son verre d'un œil vague, le prit, et alla se servir un autre whisky soda. En tout cas, ça n'était pas ma faute. Ça n'était rien qu'un accident. Pourrais-je vous dire un mot, monsieur? Allez-y, Rogers. On a parlé de moi et de Mrs. Rogers, monsieur. Et de Miss Brady. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans, monsieur. Ma femme et moi, on est restés avec Miss Brady jusqu'à sa mort. Il y avait un orage cette nuit-là, monsieur. La nuit où elle a eu son malaise. Le téléphone était en dérangement. On ne pouvait pas appeler le médecin. Alors je suis partie le chercher à pied, monsieur. Mais quand il est arrivé, il était trop tard. Nous avons fait l'impossible pour elle, monsieur. Personne n'a jamais dit un mot contre nous. Personne. Pensif, Lombard regardait le majordome, son visage ravagé de tiques, ses lèvres sèches, ses yeux remplis d'effroi. Ah ouais? Il se remémorait la chute du plateau de café. Blore prit la parole à sa place. Vous avez quand même touché un petit quelque chose à sa mort, pas vrai? Miss Brady nous avait fait un leg en reconnaissance de nos bons et loyaux services. Où était le mal? Je vous le demande un peu. Au fait, et vous, Mr. Blore? Comment ça, à moi-même? Votre nom figurait sur la liste? Vous voulez parler de Lendor? Il s'agissait du hold-up de la banque London and Commercial. Je m'en souviens. L'affaire n'est pas venue devant moi, mais je me rappelle les faits. Landor a été condamné sur votre témoignage. Vous étiez l'officier de police chargé de l'enquête? En effet.
Landor a été condamné à 3 ans ferme. Il est mort à Dartmoor l'année suivante. C'était un homme de santé fragile. C'était un truand. C'est lui qui avait semé le veilleur de nuit. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Et on a dû vous féliciter vous aussi pour bons et loyaux services. J'ai eu de l'avancement. Ne me regardez pas comme ça, Lombard. Je n'avais fait que mon devoir. Quel fanatique de la loi nous faisons tous, moi excepté. Et vous, docteur, votre petite faute professionnelle, un avortement, c'est ça? Emily Brent lui lança un regard chargé de dégoût et écarta un peu son siège. Je nage en plein brouillard. Le nom qui a été prononcé ne me dit absolument rien. C'était quoi déjà? Cleese? Close? Je ne me rappelle vraiment pas avoir eu un patient de ce nom, ni avoir causé directement ou indirectement la mort de quelqu'un. Cette histoire est pour moi un mystère total. Ouvertement ou à la dérobée, tout le monde regardait Emily Brent. Il lui fallut un certain temps pour s'en rendre compte. Ses sourcils se haussèrent sur son front étroit. Vous attendez-vous à ce que je dise quelque chose? Je n'ai rien à dire. Rien, Miss Brent. Rien. Vous réservez votre défense. Il n'est pas question de défense. J'ai toujours agi en accord avec ma conscience. Je n'ai rien à me reprocher. Notre enquête en restera donc là. Voyons, Rogers. Qui d'autre y a-t-il sur cette île en dehors de nous, de vous et de votre femme? Personne, monsieur. Rigoureusement personne. Vous en êtes sûr? Sûr et certain, monsieur. Je ne saisis pas encore très bien pourquoi notre hôte anonyme nous a rassemblés ici. Mais à mon sens, cet individu n'est pas sain d'esprit au sens habituel du terme. Il est peut-être même dangereux. Nous avons tout intérêt à quitter cet endroit le plus tôt possible. Blore reprit la main. Oui, il vaut mieux que nous partions ce soir même. Je vous demande pardon, monsieur. Et il n'y a pas de bateau sur l'île. Pas la moindre embarcation? Non, monsieur. Comment communiquez-vous avec la côte? Fred Narracotte, monsieur. Il vient tous les matins. Il apporte le pain, le lait, le courrier et il prend les commandes. Dans ce cas, je propose que nous partions tous demain matin, dès que Narracotte arrivera avec son bateau. Un chœur d'approbation accueillit cette suggestion, à l'exception d'Anthony Marston. Pas très sport, non? On devrait élucider le mystère avant de mettre les voiles. On se croirait dans un roman policier, c'est palpitant. Je suis arrivé à un âge où on n'a plus guère envie de palpiter, comme vous dites. Oh, la vie de magistrat, ça vous racornit un bonhomme. Moi, je suis pour le crime. À la sienne. Il leva son verre et le vida d'un trait. Trop vite, peut-être. Il s'étrangla, s'étouffa. Son visage se convulsa, devint violacé. Il chercha désespérément son souffle, puis il glissa de son siège et lâcha le verre qu'il tenait à la main. Médusé, il restait là à regarder stupidement la forme recroquevillée sur le tapis. Enfin, le docteur Armstrong se leva d'un bond et alla s'agenouiller près du corps. Nom de Dieu! Il est mort. Ils ne comprirent pas. Pas tout de suite. Mort? Mort? Ce jeune dieu nordique? Terrassé. En une seconde? Les jeunes gens robustes ne meurent pas comme ça. En s'étranglant avec un whisky. Non. Ils ne comprenaient pas. Mort. Vous voulez dire que ce garçon s'est étranglé et qu'il en est mort? Vous pouvez appeler ça étranglé, si ça vous chante, général. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est bel et bien mort d'asphyxie. Il renifla le verre. Il trempa son doigt dans le fond de whisky et très prudemment le porta à sa langue. Son expression changea du tout au tout. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait mourir comme ça, rien qu'en avalant de travers. Au printemps de la vie, nous sommes déjà dans la mort. Pas une expression ne se lisait sur le visage de Miss Brent. Non, on ne meurt pas d'avoir avalé de travers. Marston n'est pas mort
de ce qu'il est convenu d'appeler une mort naturelle. Il y avait quelque chose dans le whisky. Oui. Quoi au juste? Je n'en sais rien. Sans doute du cyanure de potassium. Son action est pratiquement foudroyante. Le poison était dans le verre. Oui. Le médecin se dirigea vers la table sur laquelle se trouvaient les alcools. Il déboucha la bouteille de whisky, la renifla, la goûta, puis il goûta l'eau de seltz. Normal. L'un comme l'autre. Ce qui reviendrait à dire qu'il aurait lui-même mis son poison dans le verre. Apparemment, oui. Un suicide. Drôle de méthode. Qu'un homme comme lui se suicide, c'est inimaginable. Il était si débordant de vitalité. Il était si heureux de mordre dans la vie à pleines dents. Quand il a dévalé la colline au volant de sa voiture, tout à l'heure, il avait l'air. Je n'arrive pas à m'expliquer. Mais il savait ce que Vera voulait dire. Anthony Marston, dans la plénitude de la jeunesse et de la virilité, leur avait paru immortel. Et voilà qu'il gisait maintenant sur le tapis, misérable pantin désarticulé. Voyez-vous une autre hypothèse que le suicide? Lentement, ils secouèrent tous la tête. Il ne pouvait pas y avoir d'autre explication. Les bouteilles n'avaient pas été touchées. Ils avaient tous vu Anthony Marston se servir lui-même. Il s'ensuivait donc forcément que le cyanure contenu dans son verre ne pouvait y avoir été mis que par lui. Seulement voilà. Seulement Voilà. Pourquoi Anthony Marston Se serait-il suicidé? Seulement voilà. Pourquoi Anthony Marston se serait-il suicidé? Ils en étaient restés là. Qu'aurait-il pu ajouter? Armstrong et Lombard avaient transporté le corps inerte d'Anthony Marston dans sa chambre et l'y avaient allongé sur le lit en le recouvrant d'un drap. Lorsqu'ils redescendirent, ils trouvèrent les autres debout, en groupe compact. Seule Emily Brent se tenait un peu à l'écart. Nous ferions bien d'aller nous coucher. Il est tard. Il était minuit passé. La proposition était sage, et pourtant ils hésitèrent, comme si chacun se raccrochait à son voisin pour se rassurer. Enfin, le juge Wargrave brisa l'instant. Oui, nous devrions dormir un peu. Bonne nuit, messieurs, dames. Je vais ranger un peu la salle à manger et m'assurer que tout est bien fermé, comme il faut. Comment va votre femme? Elle dort à pont fermé, monsieur. Bien. Il faut la laisser se reposer. Rogers traversa le hall et entra dans la salle à manger. Les autres montèrent l'escalier en une lente et réticente procession. Si la maison avait été une vieille demeure au parquet qui craque, aux ombres menaçantes et aux épais murs lambrissés, elle aurait pu avoir quelque chose d'inquiétant. Mais cette maison-là était l'essence même de la modernité. Pas de recoins sombres, pas d'éventuelles portes dérobées. La lumière électrique inondait tout. Tout était neuf, net et brillant. Rien de caché, rien de secret. Un lieu dépourvu de mystère. Et paradoxalement, c'était ça le plus effrayant. Sur le palier, ils se souhaitèrent une bonne nuit. Chacun entra dans sa chambre, et chacun, presque sans en avoir conscience, ferma sa porte à double tour. En bas, dans la salle à manger, Rogers était perplexe. Sourcils froncés, il regardait les figurines de porcelaine au centre de la table. Ça, c'est un peu fort. J'aurais pourtant juré qu'il y en avait 10. La suite au prochain épisode.